Bonjour Philippe, Bonjour Luciana. je te remercie de prendre le temps d'aborder avec moi aujourd'hui pour nos auditeurs le sujet essentiel de la dépendance à l'alcool. Bien, à mon tour, je te remercie également de me permettre de partager ce sujet-là qui a occupé toute une partie de ma vie et de pouvoir en fait le déposer avec l'espoir que ça puisse avoir de la valeur puisque je vais le faire avec un regard, avec je vais partager mon expérience avec une reconscientisation, si je peux appeler ça comme ça. Justement, quel est ton point de vue, quel est ton regard sur cette situation de dépendance à l'alcool que beaucoup de personnes rencontrent? Alors je dirais que d'un point de vue général, mon regard sur la dépendance, pour moi la dépendance c'est l'expression d'un manque manifesté de présence à soi-même. Donc durant toute ma vie j'ai le sentiment, et je pense que je ne suis pas le seul, peut-être beaucoup de personnes peuvent se retrouver avec ça, qu'à mesure que j'ai avancé sur le chemin, ben, j'ai un petit peu avancé à contrario de ce que j'étais, de ce que je voulais vraiment faire, de ce qui faisait sens pour moi. Et c'est comme s'il y a un espace qui se creuse entre ce que tu es et ce que tu es vraiment dans le fond de toi-même, ta nature authentique, et puis ce que tu essaies d'être pour correspondre à ce que tu penses que les autres attendent de toi. Là, il y a comme un espace qui devient vide. Et bon, on va essayer de remplir ça de diverses façons, à vrai dire. Ça peut être avec l'alcool, avec bien d'autres stratégies de compensation. Donc mon regard sur l'alcool, pour répondre à ta question, il est très, très expérientiel. C'est-à-dire que je ne suis pas addictologue, je ne suis pas, j'ai beaucoup étudié les comportements dépendants, mais à partir de mon expérience reconscientisée, je ne suis pas addictologue, et à partir de l'expérience. Donc mon regard, il est très identitaire. Ça n'empêche pas que je peux parler de dépendance physique, de dépendance psychologique, mais je vais essentiellement m'intéresser, mon approche, elle est identitaire. C'est-à-dire comment est-ce que la personne a appris à fonctionner avec elle-même, ses émotions, euh, son intériorité, la construction de son identité et les autres, le monde, avec le produit. Alors pour moi, ça a toute son importance de regarder la dépendance depuis, on va dire, ce point de vue-là, qui est un point de vue peut-être, je pense, qui est appréhendé par d'autres personnes que moi, mais qui m'intéresse particulièrement dans le sens où euh, on peut faire de la dépendance à toute chose quand on regarde la dépendance comme ça, une ressource. Donc on peut vraiment transformer son charbon en électricité dans le sens où tout ce que j'ai cherché à ne pas être et que j'ai compensé avec une stratégie comme l'alcool, dans le miroir de la dépendance, ben, ça peut me renseigner sur ce que je voudrais être. Et donc mon approche, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est peut-être de permettre aux personnes de retourner à la source du comportement, à la source, à la raison. Alors évidemment, elles sont multiples, subtiles, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais de sorte que finalement, le comportement devienne obsolète, qu'on ne soit pas dans un combat qui nous conduise à ce que beaucoup appellent l'abstinence. Parce que vivre dans la privation, et même de l'alcool par exemple, bah, c'est quelque chose de compliqué. Et ce que j'ai envie d'ajouter, parce que tu vois, je parle déjà beaucoup, c'est que avec l'alcool, on ne vit pas seulement la privation de l'alcool, on croit en fait vivre dans la privation de l'alcool, mais on vit dans la privation de cette partie de nous-mêmes qui a appris à interagir avec le monde avec l'alcool. Quand simplement on supprime un comportement dépendant, quand simplement on va, et je ne dis pas que ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, ça fait partie de ce qui est à faire. Hein. Par exemple, faire un sevrage physique, si on parle d'alcool, le sevrage physique, on peut le faire avec beaucoup de choses, même dans la dépendance affective. Hein. On peut s'éloigner physiquement, même avec un GSM, on peut s'éloigner physiquement. Donc c'est quelque chose de vraiment essentiel à considérer. Et si on ne considère que le comportement donc, qui est de boire un verre d'alcool pour faire face à une situation, pour fuir une situation, pour enfuir une situation, et qu'on ne va pas rencontrer son origine, alors on risque de perdre la trace de son origine en supprimant le comportement. Et ce qui se passe alors, c'est que la personne, eh ben, elle s'abstient de vivre. Ça, c'est vraiment là où je suis, parce que ça répond vraiment à ta question. J'accompagne, je suis vraiment à essayer d'aider les personnes qui, une fois qu'elles se sont, alors je les aide à se séparer, mais une fois qu'elles se sont séparées du produit, une fois qu'elles se sont séparées de l'alcool, une fois qu'elles se sont séparées d'une personne avec qui elles sont et qui elles aimaient, elles ne savent plus du tout qui elles sont.
et elles ne savent plus du tout comment finalement gérer leur propre vie émotionnelle, puis leur propre interaction avec les autres. Voilà mon approche, mon regard sur la dépendance en quelques mots. Maintenant, ma propre expérience avec l'alcool, moi très tôt, à l'âge de 12 ans, je picorais des verres sur les tables. Je vivais dans une famille où l'alcool était culture. Aussi, dans ma reconscientisation, mon père était quelqu'un qui toujours me disait que les autres, le monde était dangereux, que particulièrement les femmes, il fallait s'en méfier. Et dans toute mon approche à la vie, très tôt sur le chemin, l'alcool m'a permis d'interagir avec les autres parce que je tremblais à l'idée même d'aller vers quelqu'un. Et je me rappelle à 12 ans, quand je prenais des verres sur les tables, on était dans les halls omnisports et les soirées, etc. L'idée, c'était de cesser d'avoir ces tremblements, de cesser d'être terrorisé à l'idée d'aller vers une jeune fille, des choses comme ça. Ça a été tout le temps cette croyance-là, qui faisait partie de toutes les cellules de mon corps. Je me rappelle, je tremblais dans la rue à l'idée de voir quelqu'un, tu sais, un homme, moi jeune homme, j'avais peur de recevoir des coups, etc. Et avec l'alcool, je me suis construit un personnage. Comme je l'exprimais tout à l'heure, c'est très identitaire mon approche parce que je l'ai vécu comme ça. Quand je dis que je me suis construit un personnage, tu sais, on en parlera probablement de l'échelle du guide de transformation de la relation de dépendance que j'ai créé. L'alcool, dans un premier temps, a été pour moi un magicien. Je me rappelle être à l'âge de 14 ans sur un banc dans mon village et avoir tellement envie finalement de pouvoir être entendu, de pouvoir parler, m'exprimer. Dans ma famille, on me disait toujours tais-toi. Et mon grand-père aussi, je ne leur en veux pas, ça fait partie de... Mais donc là, j'avais tellement besoin en fait d'être entendu, de m'exprimer, d'être... j'ai un côté lion, donc d'être sur la première marche. Et l'alcool me permettait ça. Donc, je me rappelle, j'invitais des bouteilles de martini et j'essayais d'entraîner là, dans mon champ des personnes qui n'étaient pas nécessairement intéressées par le fait de boire, simplement pour pouvoir avoir de l'attention, simplement pour pouvoir aller vers les autres. Un magicien dans le sens au point de départ où ça m'a permis d'exalter mes émotions, de plus ressentir et de pouvoir plus exprimer. Et donc quand tu exprimes plus et quand tu ressens plus fort et que tu arrives à exprimer, tu es en lien avec l'autre. Et aussi de pouvoir finalement aussi inhiber certaines choses quand c'était nécessaire. J'avais alors tendance à faire des fugues vers 15-16 ans et à me replier. Et la bouteille était déjà là, toujours comme compagne. Donc, rapidement, vers l'âge de 18 ans, j'ai une bouteille de martini en dessous de mon lit pour dormir. Donc là, je pense qu'à 18 ans, j'ai déjà basculé. J'étais déjà dépendant à l'alcool. Ça peut paraître fou et on peut se poser cette question-là, elle viendra plus tard, mais à 18 ans, il y a déjà une forme de dépendance psychologique. Assurément, il y avait des habitudes qui étaient bien ancrées et pour moi, il y avait déjà de la dépendance physique. Mais dépendance physique de stade A, donc c'était quelque chose encore relativement gérable. Et donc j'ai passé de 18 ans à l'âge de 30 ans, j'ai rencontré la mère de ma fille, avec qui je me suis établi, installé. J'ai trouvé un job dans lequel je me suis également installé. Et là, l'alcool m'a permis de devenir un animal social, ce que j'étais déjà, mais j'adorais, je l'ai dit, avoir la parole, etc. Et il m'a permis d'aller à la rencontre de moi-même, de cette part de moi-même, à travers l'autre, avec son aide et son soutien. J'ai continué à apprendre à fonctionner avec l'alcool. C'est-à-dire que toutes mes relations sociales et tout mon professionnel, même si je ne buvais pas du tout la journée, pas question de ça, mais était soutenu par l'alcool. Donc l'alcool a été comme un médiateur entre tout ce que je ressentais, tout ce qui me permettait de communiquer à l'autre. Puis il est devenu comme un coach dans ma vie. Vous savez, cette partie de notre vie où j'ai acheté une maison, j'ai fait construire, j'avais un enfant, j'avais une situation professionnelle très confortable. Et j'avais le sentiment que je devais tenir bon avec tout ça. Et l'alcool est devenu comme un coach qui me permettait véritablement
de tenir le cap de tous mes engagements dans tous les domaines de ma vie qui étaient importants à mes yeux, social, amical, sentimental, familial, professionnel. Et là j'ai commencé vraiment à basculer parce que j'ai commencé à utiliser l'alcool aussi comme anxiolytique. C'est vraiment devenu un médecin. Il était évidemment de plus en plus présent dans ma vie, entre 30 et 35 ans. Là, je commence à boire 3-4 jours semaine. Hein, ça devient vraiment un alcool. On approche la compagnie. Dans mon échelle, il y a la compagnie. On n'y est pas encore parce que je tiens toujours les rênes de mes engagements, etc. Mais je me rappelle que c'est vraiment invivable pour les gens qui m'entourent. Parce que quand on commence à boire de façon conséquente et qu'on est dans le déni de cela, j'en parlerai plus tard, on n'est pas dans le déni de ce qu'on boit parce que c'est visible. On est dans le déni de combien ça peut nous faire peur d'envisager ne plus avoir ça à ses côtés parce que subtilement, on sait qu'on a appris à vivre avec ça. Donc, se dire qu'on va peut-être devoir ralentir, se séparer, ne plus utiliser ce produit-là, c'est compliqué. Donc là, il y a beaucoup de protection, de barrières, il y a beaucoup d'omerta. Et c'est une période, effectivement, quand je suis entre l'alcool social, l'alcool soutien, le coach et le médecin, l'anxiolytique, où tout le monde autour de moi est très conscient que j'ai du gros problème avec l'alcool, mais il y a une omerta, personne n'en parle. Et c'est lourd pour tout le monde, beaucoup plus pour les autres que pour moi. Donc c'est une période de ma vie où je continue à me challenger avec l'alcool, mais où je commence à descendre. Je vais vers ce que j'appelle le point de rupture. Hein, la rupture, c'est ce moment où on commence finalement, on a excellé à ses côtés, parce que c'est quelque chose qui permet, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, d'être plus en lien, plus en contact avec sa partie émotionnelle, plus créatif, à condition qu'on l'emploie de façon modérée. Et j'ai envie de dire là, immédiatement, qu'il est possible de faire ça autrement, bien entendu. C'est tout l'objet du partage d'aujourd'hui. Mais c'est un endroit, cet endroit-là, que je vois beaucoup aujourd'hui dans mes accompagnements. Cet endroit où les gens ne sont pas dans la non-reconnaissance du comportement dépendant. Oui, c'est vrai, il boit, et lui aussi reconnaît qu'il boit. Mais plus dans une forme de silence, d'omerta, de banalisation, en lien avec le fait qu'on est conscient que tous on fonctionne avec ça, et toute la cellule a appris à fonctionner avec ça. Donc quand je suis là, je vais basculer dans la compagnie, c'est-à-dire que je vais commencer à ressentir le besoin d'utiliser de l'alcool tous les soirs en rentrant. Je pense que beaucoup de personnes qui boivent de l'alcool sont OK avec ça. C'est boire de l'alcool bien avant de rentrer, pour avoir sa dose et pour ne pas montrer qu'on a besoin de boire autant. Et là, je vais commencer à perdre des choses. Alors là, je vais un peu résumer, mais parce que quand je dis perdre des choses, j'estime aujourd'hui que ce que j'ai perdu, que ce qui est parti de ma vie, m'a permis de découvrir ce que je ne voyais pas parce que ça a été là. Voilà, c'est ça au fait. Mais c'est vrai que je vais me séparer de la maman de ma fille, avec qui je suis depuis 20 ans. Je vais choisir en fait vraiment ma maîtresse, c'est l'alcool. Hein, donc je ne vais pas la quitter nécessairement parce que rien n'est plus possible entre elle et moi. D'ailleurs les gens disent c'est pas possible. Vous aviez l'air tellement, bon je sais qu'on dit ça de beaucoup de couples, mais il y avait encore vraiment beaucoup de choses entre elle et moi, mais l'alcool était plus fort. Et à ce moment-là, avec la conscience que j'avais, il n'y avait que ça pour moi. C'était vraiment indispensable. Je ne pouvais pas, je lui ai dit, imaginer faire ma vie sans la bouteille. Et donc, je vais quitter mon ex-épouse, qui va devenir mon ex-épouse. Je vais revendre une maison que j'ai construite, dans laquelle on a mis beaucoup, qui est la maison de ma fille aussi. Et je sens que je suis en train de m'effondrer, donc je vais m'éloigner d'eux. Et je vais partir là dans les Ardennes, dans un trou, et je vais m'isoler. Et là, je vais commencer à basculer dans l'alcool compagnie, c'est que je vais boire tout le temps, avant d'aller m'enfermer dans le refuge. Petit à petit, je vais commencer à m'absenter de travail. J'ai un boulot où franchement, je suis bien, je suis considéré, je travaille là depuis une quinzaine d'années. Je suis commercial à l'époque dans les autos, je m'amuse bien. Évidemment, avec l'alcool, je m'amuse beaucoup moins. Et je pense que je vais avoir des gens qui vont à la fois m'oppresser, parce que je vais faire un petit burn-out professionnel. C'est une chose que je n'ai pas pu reconnaître à ce moment-là. J'ai tout remis sur l'alcool, je pense que c'est important aussi de le dire ça. Tellement de choses à dire, mais
que quand on est pris dans l'alcool, on a peut-être tendance aussi à dire mais c'est parce qu'il boit. Hein, et sans voir effectivement c'est quoi les causes aussi qui sont sous-jacentes à ça. Donc là je fais vraiment un burn-out, on me demande énormément. Je suis quelqu'un qui vend fort bien, je m'occupe même d'équipes de vente, etc. Et j'arrive pas évidemment à l'exprimer puisque pour moi c'est l'alcool. Et je vais fuir, je vais partir. Donc avec l'alcool pour moi d'abord on va vers quelque chose, on essaie d'être à la hauteur. Ensuite on essaie de tenir le cap, puis on est dans la fuite. C'est un schéma, on est dans la fuite et dans le refuge. On va se réfugier avec l'alcool parce qu'on n'arrive plus finalement à se mettre en scène comme on le faisait auparavant, simplement parce qu'on n'en a plus les moyens. Quand vous commencez à boire du matin au soir, vous n'avez plus les moyens de quoi que ce soit. Et donc à cette époque-là, j'ai perdu un premier travail. Et puis comme j'étais très compétent, j'en ai retrouvé un autre, mais ça a duré 6 mois, j'en ai perdu un, j'en ai retrouvé un autre, jusqu'à finalement tout perdre. Et puis tout l'argent que j'avais, parce que j'avais beaucoup d'argent, que j'ai vendu ma maison, j'ai tout dilapidé, tout est parti sur 3-4 ans. Hein. C'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est quelque chose qui a été difficile pour moi, même si je ne veux pas banaliser à mon tour, et je dois vraiment dire que quand on utilise ce produit, le produit n'est qu'un produit, hein, il ne faut pas le personnifier l'alcool, c'est dangereux parce qu'on remet toute la responsabilité sur lui, sur la bouteille, ce n'est qu'un produit. C'est ce qu'il utilise qu'il faut reconnaître. Mais néanmoins, je ne peux pas dire qu'effectivement avec l'alcool, la compagnie de l'alcool, franchement il y a 15 ans de ma vie qui sont passés vraiment à la trappe, puisqu'à partir de là, j'ai choisi de ne plus voir ma fille. Je me suis enfermé là dans un petit appartement et j'ai vécu dans l'enfermement. On parle beaucoup, vous savez, dans les hôpitaux, ils aiment bien étiqueter, je ne dis pas que ça n'a pas de valeur, mais c'est une étiquette, comme l'étiquette d'alcoolique, on va pouvoir en parler aussi. Une étiquette, c'est très très enfermant. Donc j'étais ce qu'on appelle à ce moment-là, ce qu'on étiquette un alcoolique acyclique. C'est-à-dire que je buvais pendant 4-5 semaines ou 2-3 mois, et puis je ne buvais plus pendant quelques mois, et je vivotais, voilà, j'étais complètement perdu, là c'est la rupture. C'est la rupture dans le sens où tu perds tout ce que tu as. Donc en perdant tout ce que tu as, tu perds, en fait tu es dans une pièce de théâtre où tu jouais, tu avais plein de trucs, puis du jour au lendemain, enfin je vais peut-être un peu vite, mais sur un certain temps, il n'y a plus personne dans ton théâtre. Tu n'as plus de vie sociale, plus de vie sentimentale, plus de vie professionnelle. Tu as très peu de vie amicale. Et pour la famille, elle est tellement au sol, tellement à bout de ressources qu'elle est très peu présente. Tu ne sais absolument plus qui tu es. Et comme tu as appris à fonctionner avec l'alcool, pour finalement sortir et essayer de faire quelque chose, tu es un petit peu complètement condamné. Tu prends des ratours à longueur de journée. Hein. Je me rappelle que tout ce que j'essayais de faire sans l'alcool, je ne savais plus du tout comment j'avais été vendeur. Je ne savais plus du tout comment j'interagissais pour être charmant ou pour être séducteur avec une femme. Je ne savais plus du tout comment finalement interagir avec mes propres émotions. Donc là on est dans l'enfermement et on va dans le refuge puisque on n'a plus le courage d'aller à l'extérieur. Donc et là c'est le dernier stade de l'échelle dont je parlerai plus tard. L'enfermement qui est un lieu où on est vraiment en danger puisqu'on boit des quantités d'alcool excessives et voilà, on ne va plus manger, on va plus faire il y a beaucoup de choses qu'on ne va plus faire. Dans l'entretemps, je ne vais pas parler parce que je pense qu'on va en parler après, mais j'ai aussi fait des cures de sevrage, j'ai aussi vécu le sans-alcool dans les milieux hospitaliers où j'ai un petit peu basculé du comptoir de l'alcoolodépendance à la pharmacodépendance avant d'arriver effectivement dans l'enfermement, le refuge. C'est à ce moment-là que, de façon, je veux dire, aléatoire, inopinée, à un moment donné, quelqu'un m'a parlé de coaching et j'ai été vers ça. Et puis alors pendant une dizaine d'années, jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé d'apprendre à rejouer avec, en tout cas, à redécouvrir comment être en lien avec celui que j'étais vraiment et que je continue à découvrir aujourd'hui. Ça reste franchement quelque chose de très challengeant. Comment pouvoir en fait exprimer ce que je ressens
sans avoir besoin de quelques produits que ce soit, parce que j'ai parlé de l'alcool, mais j'ai pris de la cocaïne, j'ai pris beaucoup de choses. La cocaïne étant quelque chose qui m'aidait à tenir le cap de l'alcool. Beaucoup fumé aussi. Et donc j'ai à un moment donné réussi à trouver le moyen, par l'observation consciente, de l'observation consciente et la reconscientisation de pourquoi j'utilisais l'alcool, pourquoi j'utilisais la cocaïne, pourquoi j'utilisais le tabac, en quoi ça permettait à certaines parties de moi-même de pouvoir interagir avec l'autre pour recevoir de l'attention, pour recevoir de l'amour, et si tu savais à quel point je me suis senti démuni quand il n'y avait plus ça, combien je peux comprendre les personnes qui sont là-bas et qui ont le sentiment de ne plus rien être du tout, et qui croient retourner vers l'alcool, alors qu'elles retournent vers cette partie d'elles-mêmes, vers ce sentiment d'elles-mêmes qu'elles avaient quand elles avaient l'alcool, et à ce moment-là, ce sentiment qu'elles avaient de pouvoir avoir de l'attention, être aimées, etc., etc. C'est quelque chose de très difficile à vivre. J'en ai des frissons en le lisant, parce que c'est vraiment quelque chose que pour moi, se séparer de l'alcool, c'est pas compliqué, du produit. Je dis ça, je mets des gros guillemets. Hein. Mais se retrouver avec soi-même sans le produit, ça c'est quelque chose, c'est une autre affaire. C'est très clair ça, pour moi aujourd'hui. Et donc je ne sais plus exactement où j'étais juste avant de... Ouais, je disais que l'observation consciente, voilà, m'avait permis de me... non pas de devenir abstinent, c'est-à-dire de me priver de boire, sans savoir pourquoi je le faisais, mais de devenir libre et conscient. Et ça, c'est ce qui m'a permis vraiment de me séparer, je le dis avec beaucoup d'humilité et en même temps beaucoup de fierté, me séparer à la fois, me libérer de l'emprise de l'alcool. Et je peux vous dire que je suis remonté sur le ring quelques fois quand j'étais dans le combat et la privation et l'abstinence. Mon regard avec la libération était totalement différent, ça s'est fait ça se fait de tout seul, juste par l'observation. Et puis, ayant utilisé cette façon-là avec l'alcool, la cigarette est sortie de ma vie comme ça, la cocaïne est sortie de ma vie comme ça. Mon plus grand combat, le plus difficile, le plus compliqué de tous, c'était avec les benzodiazépines, auxquelles on est éduqué quand on prend de l'alcool. À nouveau, je ne juge pas du tout les personnes qui sont en milieu hospitalier, etc. Mais quand même, j'ai quand même envie de dire qu'il y a un grand danger avec ça. Parce que là, en termes de dépendance physique et d'effet rebond, ouais, ça a été quelque chose de compliqué, mais aussi j'ai réussi à me sortir de tout ça et en fait de tous les produits avec lesquels j'étais en lien, mais c'est pas le plus important, c'est surtout pouvoir à nouveau, tu sais, dormir correctement sans ça, pouvoir être en lien avec toi-même, avec tout ce que tu ressens, sans ça, pouvoir interagir avec l'autre, sans ça, pouvoir te réaliser dans un domaine de vie qui fait sens, sans ça, voilà, pouvoir en fait vraiment être toi, sans ça, et même plus encore, être bien plus toi, parce que tu n'as pas ça dans ta vie. Voilà ce que j'ai envie de dire avec mon histoire, et ça fait déjà beaucoup. Voilà.